Extra local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires. Bonjour, bienvenue dans ce best-of extra local de fin d'année. Vous retrouvez vos journalistes des régions préférées qui interviewent des politiques et des grands témoins. Extra local best-of de fin d'année, c'est tout de suite. Et comme d'habitude, en début d'émission, on va en savoir un peu plus sur notre invité. Donc on lui pose des questions, un questionnaire de Proust. Regardez. Patience, mon lieutenant. On est commandé par des cons, mais votre tour viendra. Marseille, c'est la France, avec sa diversité, des gens qui étaient là, des gens qui n'étaient pas là, qui sont arrivés au fur et à mesure et qui ensemble font de ce beau pays qu'est la France. Donc Marseille représente. C'est Marseille bébé. Ah bah ça serait Nantes, même si Nantes ne va pas très bien en ce moment, mais parce que je supporte le Football Club de Nantes, les Canaries, je suis un footballeur. J'y vais depuis l'âge de 6 ans, au stade Marcel Sopin et maintenant à la Beaujoire. Oui, Nantes, allez Nantes. Toulouse, une ville de caractère, une ville de tempérament, une ville dans laquelle j'ai été étudiant, où j'ai beaucoup de bons souvenirs, pas que d'étudiants d'ailleurs. Oh là là, ça aurait pu être Paris avant Anne Hidalgo. J'ai toujours beaucoup aimé la bière et quand je commandais mon régiment, il y avait des tireuses de bière un peu partout parce que c'est une boisson conviviale. Le Concorde, c'est un gros objet. C'est la France, c'est l'innovation scientifique. Alors franchement, avec le changement climatique, maintenant, le Concorde, c'est pas génial. Mais à l'époque, quand le Concorde est né, c'était un exploit technologique extraordinaire. C'était mettre Paris-New York à quelques heures de vol. Et c'est une invention française. Donc c'est un objet dont la France peut être fière. Ah, celle que j'attends, la loi de programmation militaire. Et je ne comprends pas pourquoi on met tant de temps pour la faire alors que nous sommes dans une période d'économie de guerre et on voit bien que la guerre est au cœur de l'Europe. Donc il faut accélérer. Celle de 95. J'étais gamin, hein. Je suis né en 86, donc j'étais pas grand. Mais parce que c'est Chirac, et que pour moi Chirac c'est un monument, et parce que c'est une campagne qui donnait envie et qui aimait les Français. Campagne populaire. Ça fait un petit bout de temps que ça nous est pas arrivé. En tous les cas à droite. C'est évidemment celle de Macron. Il y a eu un formidable événement magique. Je pense que toutes les femmes étaient amoureuses. Et puis il est arrivé sans rien, sans parti. Il a fait ça avec une immense aisance. On y a cru. Puis, ce fut la déception. Le discours qui m'a le plus ému, il se trouve que j'étais dans l'émission de Valérie Expert et Char faisait des croquis dans cette émission. Il avait été tué à Charlie Hebdo, à l'attentat, et Valérie Expert choisit de mettre le discours où il était en train d'être enterré, mais le discours de Mélenchon. Je me suis retrouvée en train de pleurer. C'était un grand discours, avec une émotion, une qualité de la langue, une sincérité, un élan exceptionnel, alors que je déteste Mélenchon. Le discours de Jaurès à la jeunesse, à Albi, je crois que c'était à Albi, dans lequel il leur dit à quel point être jeune est une ambition, une exigence et un espoir. On termine par la question rituelle sur la région de prédilection. La Corse ou la région du Mans? Ah, c'est difficile parce que vous savez, il y a des gens qui ont une double appartenance politique. Moi, j'ai plusieurs appartenances territoriales. Donc, je suis une Parisienne, je suis née à Paris, on l'a dit, je suis élue de Paris. J'ai été élue au Mans, mais je suis quand même originaire de Corse, que j'ai autour du cou. Oui, donc si vraiment je dois choisir, voilà, je ne vais pas faire offense à mes ancêtres et je vais choisir la Corse. La Corse. J'ai du sang breton, Finistère Nord. Je suis totalement amoureuse du Cap Sizun, de Pont-Croix, d'Audierne, de Goulienne. Et de la pointe du Raz qu'on connaît un peu, qu'on appelle la baie des Trépassés. Et puis j'ai eu la chance de grandir en partie à Biarritz et à Anglette. Donc j'aime les vagues, j'aime le vent, j'aime parfois quand il fait pas beau. Mais comme j'ai épousé un Bourguignon, en vrai, je passe mes vacances en Bourgogne, Franche-Comté, et plutôt à la campagne depuis que j'ai eu une petite fille. Je suis nantaise et dans le fond, c'est une ville dans laquelle j'ai décidé d'ancrer mes racines, puisque je suis née dans le Loir-et-Cher. Et d'une certaine manière, j'ai suivi la Loire sans le vouloir, pour passer de Romorantin à Nantes, et entre-temps, par Casablanca, Rabat, Mohamedia. Un bac à Casa. Exactement, un bac au lycée Lyoté de Casablanca. Et quand tu arrives et que tu as vécu ailleurs,
eh bien, tu te rends compte à quel point on a de la chance d'être français, déjà, mais d'avoir l'école, d'avoir des médiathèques, d'avoir l'hôpital, d'avoir finalement aussi des droits humains qu'on défend et une vie politique dense, même si aujourd'hui c'est fracturé. En tout cas, pour certains, c'est pollué, mais très fière de cette ville qui m'a adoptée et que, du coup, dont je suis tombée amoureuse. Quelle est votre région de prédilection? On imagine que c'est la Bretagne, à 4 ou 5 départements? La région Bretagne a 5 départements nécessairement, mais au-delà de cette ligne qui nous emmène vers d'autres débats, nous avons à nous dire que les territoires de France, les régions de France, en métropole comme en Outre-mer, ont une diversité de visages, une diversité d'identités, une diversité de manières de faire. Et ce qui nous unit, c'est la République. C'est important de le redire. Et moi, je suis très fier d'être breton, d'être français, d'être européen. Vous ne regardez pas Jean-Yves Le Drian, finalement, est un peu fermé la possibilité d'une alliance entre la Bretagne et les Pays de Loire? Non, je ne le regrette pas, parce que je pense que, et Christelle Morancet sera d'accord avec moi, que ces deux régions ont des choses qui les unissent, mais aussi des choses qui font que nous avons des identités, des histoires différentes. Et un grand ouest mou n'aurait pas été ma ligne. Nous avons besoin à la Bretagne d'exister en tant que telle. Et la Bretagne plus les Pays de Loire, ça n'est pas ni la Bretagne ni les Pays de Loire, c'est autre chose. Une nostalgie, un attachement évidemment au Cantal. Voilà, il y a l'Auvergne. Terre où on a l'habitude de pratiquer le temps long, qui est aussi quelque chose qui manque en politique et qui a une certaine sagesse, je trouve, un peu de recul. On est loin de tout quand on est dans le Cantal, et donc on regarde les choses différemment. Et aussi votre référence à Pompidou, voilà, c'est ça. Exactement, Terre Pompidolienne, on a fait le lien. Et dans Extra Local, il y a toujours des petites phrases qui fusent, des punchlines. Allez, on les écoute. Et ça ressemble à quoi la gestion d'une commune d'un maire de droite? Sûrement comme un maire de gauche. J'aime bien la formule de Tony Blair en disant qu'il n'y a pas une gestion de droite ou une gestion de gauche, il y a une bonne ou une mauvaise gestion. Je ne peux pas supporter que l'État soit le patron de mon entreprise. Vous ne voulez pas qu'il coupe votre chauffe-eau? Non. Je ne veux pas qu'il coupe mon chauffe-eau. Je veux pas... vous impose un col roulé? Je veux pas. Sauf si on va avoir un chèque col roulé. Vous pariez combien qu'on va avoir un chèque col roulé? Chèque col roulé. Vous l'appelez de vos voeux? Non, pas du tout. Je ne veux pas d'aide de l'État. C'est facile de tout mettre sur l'école. Moi, je crois que l'école a tout son rôle. Mais bon sang, qui sont les grands démissionnaires dans l'histoire? Ils sont où les parents? Ils sont où finalement tous ces acteurs du continuum éducatif? Un enfant, il part pas de chez lui avec la tenue qu'il souhaite, sans un moment ou un autre une remarque, une attention. Et donc moi, vraiment, je remets tout le monde face à ses responsabilités. L'éducation de nos enfants passe d'abord par l'éducation donnée par leurs parents. Quand il y a de la fermeté, on dit qu'il n'y a pas d'ouverture. Et quand il n'y a pas de fermeté, on dit c'est la chienlit. Donc moi, je veux avoir une approche équilibrée. Je trouve que la dictature des minorités visibles est une mauvaise chose, que l'idéologie à la place de l'idéal, c'est une mauvaise chose, et qu'il faut avoir des convictions, bien évidemment, qu'il faut défendre ses convictions, et c'est légitime, sans tomber dans les idéologies et dans l'enfermement. Vous êtes en charge du bénévolat, mais vous êtes aussi en charge de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, il est très important de retrouver une dynamique associative et une dynamique de ce secteur. Comment comptez-vous soutenir un secteur dont on a absolument besoin et qui est si fragile dans les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement? Je suis très étonnée en fait qu'elle se permette de m'adresser une question, dans la mesure où il y a 15 jours, elle a fait une interview dans le journal Le Point, dans laquelle elle a dit « Marlène Schiappa n'est pas assez victime de violences sexuelles dans sa vie pour pouvoir être légitime pour s'exprimer sur ce sujet ». Ce qui m'a semblé lamentable. Vous avez réagi. Bien sûr, j'ai répondu. Mais d'abord, quand on est féministe, on connaît les chiffres. On sait que l'immense majorité des femmes a déjà été victime de violences sexuelles dans sa vie. On ne se permet pas de dire à une femme « je pense que tu n'es pas victime ». Excusez-moi, mais je trouve ça gonflé, c'est trop facile de mettre en cause les gens sur leur vie personnelle. Quel est le sous-entendu? On me souhaite d'être encore davantage plus victime de violences sexuelles que je n'ai déjà été dans ma vie. C'est cette société patriarcale qui a, pendant des décennies, j'ai envie de dire pendant des centaines d'années, toléré ces violences. Et oui, je vais vous dire, la révolution féministe, elle n'est pas terminée. Vous pensez que la société patriarcale, c'est la société du viol? Bien sûr. Que la société patriarcale, c'est une société qui fait que chaque année, il y a des centaines de viols, dont une toute petite minorité est in fine condamnée par la justice. Il y a des soupçons de fraude qui pèsent sur l'élection. On a vu 2 chats qui ont voté, c'est ce qu'a rapporté le journal du dimanche. Les chats n'ont pas voté.
Donc ça s'appelle une escroquerie, parce que quand vous adhérez à un parti politique, en tout cas le nôtre, vous devez déclarer sur l'honneur que vous êtes une personne physique. Cette journaliste a donc déclaré sur l'honneur, frauduleusement, elle a commis une escroquerie pour démontrer que 2 noms fictifs, c'est pas 2 chats, c'est 2 noms fictifs, correspondaient à des électeurs. Je ne supporte plus que nos dirigeants, que les membres de ce gouvernement nous prennent pour des imbéciles. Je ne supporte plus d'entendre un ministre de l'Intérieur parler aux Français comme on parlerait à des gosses. Je n'attends pas d'un ministre de l'Intérieur qu'il dise qu'il va être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils. J'attends de lui qu'il rétablisse l'ordre et l'autorité publique. Quand on a vu ces étudiants faire la queue pendant le Covid dans les banques alimentaires ou au Resto du Cœur, ça te tord le bide. Parce que tu te dis comment dans un pays comme le nôtre, aussi puissant, les plus vulnérables, c'est-à-dire nos enfants, les plus âgés, c'est les plus vulnérables, se retrouvent à faire la queue au Resto du Cœur. Le moindre jeune qui nous écoute aujourd'hui et qui se retrouve dans une galère, alors même qu'il n'est pas boursier, il doit pousser la porte du Crous parce qu'il y a des aides d'urgence spéciales à cette période de l'inflation. Elles peuvent aller jusqu'à 2 700 €. Maintenant, plus globalement, il faut transformer nos bourses parce qu'aujourd'hui, quand tu fais partie de la classe moyenne et que tu n'es pas éligible, tu n'as rien. Voilà une loi en même temps. Voilà une loi en même temps. Gérald Darmanin avait annoncé cette loi immigration uniquement sur le volet répressif. On a des difficultés. Les demandeurs d'asile, très très nombreux, peu sont éligibles à l'asile. Ils ne sont jamais expulsés. Vous ne soutiendrez pas le texte, vous voterez contre. Donc, l'aile gauche de la Macronie a exigé un pendant bienveillant. Ça a été les métiers en tension, la régularisation des métiers en tension. En l'état actuel des choses, on ne peut pas voter le texte, en effet. Donc, on verra. D'abord, il faut voir le texte. Parce que, pour l'instant, on n'en a que des bribes annoncées par le ministre. Il faut voir de quel texte nous parlerons. Il faut voir ce que donnera la discussion parlementaire. Mais en même temps, en matière d'immigration, ça n'est pas possible. Est-ce que c'est une dédiabolisation réussie? Ah oui. Et est-ce que vous auriez le même discours avec la France insoumise? Vous plaisantez. Ils veulent me guillotiner. Vous aviez étrillé le programme économique de la candidate Marine Le Pen en 2017. Aujourd'hui, vous trouvez qu'ils ont fait des progrès? De gros progrès. D'abord, ils sortent plus de l'euro. L'Europe, ils trouvent des critiques à l'Europe. Mais pardonnez-moi, je trouve beaucoup de gens qui trouvent des critiques à l'Europe. Madame Le Pen, députée, a joint sa voix à Sandrine Rousseau, députée. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'écharper. Enfin, tout ça n'a absolument aucun sens. Est-ce que quelqu'un a fait le travail que j'ai fait d'analyser l'ensemble des scrutins publics qui ont été réalisés à l'Assemblée nationale en juillet et en août et qui dit que le Rassemblement national a voté davantage avec les macronistes qu'avec la NUP et que les macronistes ont voté davantage avec le Rassemblement national qu'avec la NUP? Personne ne fait ce travail. La mairie de Paris, vous y pensez? Vous en rêvez ou pas? J'ai pris une décision il y a quelques heures. Je ne répondrai plus à cette question. Parce que, quoi que je dise, c'est monté en épingle, caricaturé, amplifié, déformé. J'ai été bien plus longtemps non politique. Et parmi les choses qui m'exaspéraient profondément chez les politiques, c'est qu'à peine à une responsabilité, ils pensaient à une autre. Et j'ai vraiment à cœur de ne pas faire ce que j'ai exécré pendant des années des politiques, c'est-à-dire viser autre chose alors même que tu as une mission à mener. Au quotidien, ma mission première, c'est de répondre aux Françaises et aux Français, aux Bretonnes et aux Bretons, et notamment aux plus fragiles, aux classes moyennes, qui se posent beaucoup de questions, qui se disent qu'on vit dans un brouillard permanent et qui sont fatigués des petites phrases. Mais alors fatigués, vous ne pouvez même pas imaginer. Ils ne supportent plus la politique, ils coupent les télévisions, ils coupent les réseaux sociaux, ou alors ils s'énervent en balançant des phrases encore plus excédentes que ce qu'on dit nous-mêmes. Et dans Extra Local, il y a Extra et Local. On commence par Extra. Et je vois de plus en plus, même mes clients, s'inquiéter, parce qu'on est de moins en moins de bouchers. Et hier, lors de l'Assemblée générale, j'ai vu des collègues pleurer, vraiment, parce qu'ils étaient très inquiets. Et il y en a même qui m'ont dit, on ne va pas faire des fêtes de fin d'année, et on va mettre la clé sous le paillasson, parce qu'on ne pourra pas. Nos employés, on va devoir les licencier, et donc on arrive à un stade où c'est la mort de l'artisanat, c'est la mort des boucheries. Je suis là pour entendre les cris de détresse, de souffrance, et surtout voir la réalité des faits. Je suis là pour apporter des solutions et garder le sang froid dans des moments difficiles. L'État prend en charge, je ne sais pas si vous mesurez, à peu près 40%, 35 à 40% de la hausse de la facture. C'est donc un effort important qui va permettre normalement aux boulangers de passer ces 3-4 mois extrêmement difficiles. On était
lancé par le général de Gaulle, un pays exportateur d'énergie avec ce grand plan nucléaire. Pour des raisons de petite alliance électoraliste, ces 10 dernières années, on en est arrivé à arrêter les centrales nucléaires. Et maintenant, on se retrouve... Alliance avec les écologistes. Oui. 21 réacteurs sur 56 à l'arrêt. On se retrouve dans une situation, rendez-vous compte, des pays en voie de développement, comme ça se passe en Afrique, où vous avez des coupures de courant de 2 heures. Alors, comme là aussi, on a l'art de trouver des mots incroyables, on parle de délestage. Ça, c'est quand même magnifique comme terme. Mais c'est des coupures, le délestage. Donc, il faut parler français aux gens. Les gens vont avoir des coupures, oui, des coupures de courant. De 2 heures. Pas de délestage. Voilà. C'est assez curieux, nous sommes ici au Palais des Congrès de Vichy, où il fait extrêmement froid. La climatisation est à fond, comme on dit, alors qu'il fait 15 degrés dehors. Comment se fait-il, Monsieur le Président de région? Ça veut dire que nous n'avons pas encore il y a un problème dans nos modèles. Alors, nous avons d'abord dîné. C'est dommage. Nous avons dîné dehors hier soir, donc nous avons profité de la climatisation naturelle de cette région. Oui, mais justement, il y en a une. Vous avez raison. Climatiser à l'intérieur. D'un côté, on demande aux Français de se chauffer plus vert, d'acheter par exemple des poêles à granulés, justement pour économiser. D'un côté, on leur demande ça, ils le font, et de l'autre main, on leur reprend l'argent qu'ils étaient censés économiser. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ce qui est sûr, c'est qu'il faut sortir des énergies fossiles. C'est indispensable. Il faut sortir des énergies fossiles pour la planète, pour faire en sorte qu'on puisse encore respirer demain et vivre dans un climat acceptable, soutenable. Et puis le faire aussi pour sortir des mains de certains États qui détiennent les ressources pétrolières ou les ressources gazières. Mais prioritairement, bien entendu, pour le climat. Et ça demande un effort considérable. C'est un nouveau challenge pour l'humanité tout entière. Et quand on est dans une période où on cherche du sens pour nos jeunes, pour celles et ceux qui se disent là qu'on ne sait pas trop vers où on va, voilà un très beau challenge. Sortir des énergies fossiles. Et effectivement, ça coûte cher. Et effectivement, c'est compliqué. Mais l'aventure du bois, chauffage, en Auvergne comme en Bretagne, c'est une aventure considérable qui va créer des emplois locaux, qui va permettre de développer de nouvelles filières. Les énergies marines en mer, c'est un sujet extraordinaire. Ce sont des épopées fantastiques. Donc il faut redire à nos jeunes qui veulent embrasser là, des études dans différents domaines, qu'il y a des solutions qui vont nous permettre de trouver, encore une fois, des réponses aux enjeux du moment. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette taxation sur les super-profits? Quand l'Espagne, par exemple, a été une des premières à dire le prix de l'énergie est en train d'exploser chez nous et les bénéfices des entreprises énergéticiennes est aussi en train d'exploser, eh bien, nous allons agir et nous allons obtenir une exception négociée auprès de Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Macron essaye de faire en ce moment. Non, c'est pas du tout ce qu'il a essayé de faire. À aucun plaide moment, pour un plafond des prix. à aucun moment, il a défendu une taxation des super-profits. Il les a même bloqués de ses quais de fer. Son ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dit qu'il ne sait pas ce que sont des super-profits. Manifestement, il faut que les autres États européens ou la présidente de la Commission européenne passe un coup de fil à Bruno Le Maire, parce que vous voyez, c'est bien la démonstration qu'en agissant en éclaireur, vous pouvez entraîner dans votre sillage d'autres États européens, ça a été la première étape, et ensuite l'échelon européen, la troisième étape. Dit autrement, agir au niveau européen ne doit jamais vous empêcher d'agir au niveau français. Pour moi, il est hors de question d'envoyer un couvreur à 64 ans sur un toit ou un terrassier dans une tranchée à 60 ans. Je suis parti à l'âge de la retraite à 62 ans et demi. À 65 ans, j'aurais pu partir. Mais disons que intellectuellement, peut-être, j'étais un peu fatigué, quoi, je veux dire. Il faut une mesure d'âge et un allongement de la durée de cotisation, mais en y introduisant des mesures prenant en compte les carrières longues, les carrières difficiles, les carrières hachées, l'emploi des seniors, etc. Donc, ce n'est pas seulement du sang et des larmes. C'est aussi pour pouvoir augmenter le niveau des retraites qui sont très faibles dans notre pays. On vient d'ailleurs de faire voter une revalorisation des retraites agricoles en prenant les 25 premières années. Ce sont les Républicains qui l'ont fait. Donc c'est une réforme globale qui n'est pas qui est équilibrée. Pour ou contre? Écoutez, on ne va pas voter contre ce qu'on réclame et même ce qu'on a inspiré au gouvernement. Le gouvernement et Emmanuel Macron a une idéologie qui est de nous faire travailler plus longtemps, mais ce n'est pas vrai que c'est une nécessité financière. Le Conseil d'orientation des retraites est très clair en la matière. Il y a pas d'unanimité sur les conclusions du corps. C'est difficile. En 2035, il y aura bien un déficit, il y aura bien un retour à l'équilibre, mais il va y avoir un déficit d'ici là, disent les experts. Alors, nous sommes en excédent cette année, de plus de 3%. On a un déficit très léger de 0,4% ensuite, et qui est largement finançable, notamment si vous enlevez
aujourd'hui les soustractions, les exonérations, je cherchais le bon terme, sur un certain nombre de produits financiers qui ne participent pas aux cotisations sociales. Et donc, oui, notre système de protection sociale, et particulièrement notre système de retraite, est finançable. Nous avions dit, on va demander aux Français qui partent à la retraite, vous partez à la retraite cette année, on va vous demander de travailler 4 mois de plus. Point. Jusqu'à ce qu'on ait... Mais 4 mois de plus. Jusqu'au moment où, à force d'avoir 4 mois de plus, on aura atteint 63, 64, 65, j'en sais rien. Eh bien, ça a été retenu. On vous consulte ? Il se trouve que sur cette question, je parlais des retraites, on m'a dit, et vous feriez quoi? J'ai dit ça, et j'ai vu les yeux s'allumer. J'ai dit, ça, c'est pas con, on va le dire tout de suite. Donc vous êtes favorable à la concertation plutôt qu'à la négociation, alors? Quelle différence? Que la négociation, c'est dans un cadre. Oui. La concertation, c'est un peu plus libre. Alors je n'aime pas les cadres, donc je suis favorable à la concertation. Ça marche. Cadre proposé par le président Macron, effectivement. Oui, non, ça, c'est n'importe quoi. « 15 à 30% de moins, c'est du jamais vu pour le jeune agriculteur installé depuis 10 ans à Saint-Paterne-Racan. En cause, une sécheresse et des températures records cet été. Malgré l'arrosage qu'on a pu mettre en place, c'est aussi la température qui a fait que la pomme de terre ne s'est pas développée comme il faut, quoi. Les agriculteurs sont indispensables à notre société, à la souveraineté alimentaire. C'est le maître mot de ce congrès d'ailleurs, la souveraineté. C'est un sujet qui doit nous importer tous. Et nous avons une période compliquée, parce qu'effectivement, le monde agricole vit des transformations considérables, y compris en termes de démographie, tout en étant dans un rôle indispensable pour nourrir la population, tout en devant intégrer les enjeux du changement climatique. Donc oui, la région Bretagne, comme les autres, on met des moyens sur la table pour accompagner, encore une fois, nos agriculteurs, accompagner les plus fragiles, les plus modestes. Nos agriculteurs vivent des changements climatiques considérables. Mettre en œuvre des politiques qui accélèrent ces changements climatiques n'a pas de sens. Donc il faut s'adapter au changement climatique et il faut mettre en œuvre des actions qui permettent effectivement de continuer à nourrir la population. 400 millions d'Européens, ce n'est pas rien, tout en limitant nos impacts sur l'environnement, sur la biodiversité et faire en sorte que la santé de nos agriculteurs, des consommateurs reste préservée. C'est un combat que l'on doit mener et les agriculteurs sont parfaitement conscients de ça. Ils y travaillent tous les jours, et j'ai envie de dire, ils y travaillent tous les jours depuis quasiment la nuit des temps. Les adaptations permanentes au changement, ils y sont contraints et ils le vivent dans leur métier au quotidien. Nous sommes dans un pays dans lequel nous devons préserver notre souveraineté alimentaire. Et il est absolument indispensable que nous ayons accès à l'eau pour notre agriculture. Et oui, créer des retenues d'eau, oui, permettre à nos agriculteurs d'avoir une gestion plus raisonnée de l'eau, à la fois dans leur culture, mais aussi dans l'accès à l'eau, c'est absolument fondamental. Et je souhaite que notre pays avance sur ces questions. Peut-être même pouvons-nous aller au-delà. Oui, alors c'est tous ces agriculteurs qui sont justement qui veulent faire des bassines, ce ne sont pas des agriculteurs qui ont décidé d'aller vers le bio. Donc il faut quand même faire un peu la nuance. Mais je ne comprends pas ce que vous dites. Ah bah, écoutez, et je vais vous dire pourquoi. Figurez-vous que le bio a besoin d'eau. La carotte bio, elle a besoin de beaucoup d'eau pour être produite. Peut-être même, parfois, de plus d'eau que la carotte conventionnelle. On ne peut pas opposer le bio et le reste de notre agriculture. Nous produisons du blé dans notre pays. Mais on pourrait peut-être encourager... Nous produisons du blé dans notre pays. Nous avons besoin de blé. Peut-être que ce matin, lors de votre petit déjeuner, vous avez consommé du blé. Je préférerais demain que ce blé soit produit en France, plutôt que dans des pays extérieurs, dans des conditions épouvantables. Nous avons besoin d'eau pour notre agriculture. Et nos agriculteurs doivent engager ce double défi, celui d'avoir une gestion plus économe de l'eau. Ils le font déjà et on doit les aider à innover davantage, mais aussi d'avoir accès à l'eau, parce que même la production agricole la plus naturelle a besoin de l'eau. Allons au-delà, toujours sur la question de l'eau. Vous parliez des énergies renouvelables tout à l'heure. Parmi les énergies renouvelables, il y en a une dont on parle trop peu, c'est l'énergie hydroélectrique. Nous étions dans notre pays un des champions de l'hydroélectricité. Vous savez, les barrages. Depuis quelques années, l'Europe nous demande de mettre en concurrence nos barrages. EDF n'investit plus par crainte de cette mise en concurrence. Faisons en sorte que la France tape du poing sur la table et dise à l'Europe, terminé. On ne met plus en concurrence nos barrages, on garde le monopole et on réinvestit dans la production énergétique, dans la production électrique en particulier, grâce à nos barrages hydroélectriques. Voilà une vision véritablement écologiste de notre pays et pas militante, politique ou je ne sais quoi, comme d'autres peuvent l'avoir. Il
Il faut être courageux aujourd'hui pour être prof, hein, dans un collège ou dans un lycée, et aller expliquer que non, une abaya, c'est une tenue confessionnelle, quand en plus on vient filmer un CPE, quand il vous demande de l'enlever. Quand on sait que c'est volontaire de provoquer, quitte à mettre en danger un enseignant. C'est ce que nous voyons avec TikTok. Il reste un fond quand même de sexisme en politique. Et le fait d'être une femme maire de la ville-préfecture, je sens que, et je constate aussi que de la part de quelques collègues élus, eh bien, le regard porté sur ma manière d'exercer la responsabilité et le pouvoir par rapport à mes prédécesseurs qui étaient des hommes est un peu différent. Et il y a aussi des actes de sexisme ordinaires, mais qu'il faut absolument dénoncer. Il y a 6000 femmes maires sur l'ensemble des maires de France. C'est quoi le sexisme ordinaire? Sur les 35-36 000. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les jeux de mots oiseux. Je vais le dire, hein, puisqu'on est sur la question cash. Entraîneuse, par exemple, au lieu de féminiser en prenant entraîneur et en sous-tendant évidemment tout ce que ça pourrait évoquer. Il y a un homme, un porte-parole de notre mouvement politique, qui reconnaît être l'auteur de violences conjugales. Des violences conjugales, quand on a un mouvement féministe comme le nôtre, n'a rien à faire chez nous. Donc la décision est très clairement prise, il est en retrait, on en prend acte, on rappelle notre engagement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et on rappelle l'utilisation de notre comité, l'existence de notre comité de lutte contre les violences. On vit aujourd'hui dans une société qui est patriarcale, donc on n'échappe pas à l'existence de ces violences. La différence, c'est qu'on en a conscience. La différence, c'est qu'on les combat. La différence, c'est qu'on se dote d'outils de prévention et de réparation. Et ça, c'est une énorme différence. Et pour finir là-dessus, parce que, à l'inverse, vous avez d'autres partis politiques, comme La République En Marche, qui a protégé, Emmanuel Macron, qui a protégé lui-même des hommes qui étaient accusés de faits extrêmement graves, de viol dans le cas de Damien Abad, pire, de viol avec l'utilisation de drogue, de viol dans le cas de Nicolas Hulot, Gérald Darmanin, de faveur sexuelle en l'échange d'un logement. Et donc ça, c'est des faits extrêmement graves. Je dis exactement qu'il faut réagir dès la première gifle. Et qu'a fait notre mouvement, dont fait partie Manuel Bompard, rien d'autre que de réagir. Et donc, Manuel Bompard est d'accord avec cela qu'il faut réagir. Mais nous savons aussi que la raison pour laquelle il faut réagir, c'est aussi parce que l'analyse de ce continuum de violence, de cette société dans laquelle nous vivons, est une société dans laquelle nous aspirons à vivre, en tout cas nous à la France Insoumise et nous en tant que féministes, et que les violences n'aient plus leur place. Et donc une gifle est inacceptable, et donc elle n'a rien à faire dans notre mouvement politique, et c'est pour ça que nous n'avons pas tergiversé. Je pense qu'il y a à la fois une graduation des violences, évidemment, tout ne se vaut pas, hein. Une blague sexiste ne vaut pas un viol, et d'ailleurs c'est pourquoi le droit prévoit des peines proportionnées, c'est une première chose. Et une deuxième chose, je pense aussi qu'il y a un continuum des violences sexistes et sexuelles. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait une loi contre le harcèlement de rue, parce que je pense qu'empêcher des femmes de circuler dans l'espace public en les harcelant en permanence, c'est le début d'une manière d'entraver leur liberté et de créer des conditions qui font qu'ensuite des violences sexuelles nous apparaissent comme étant des fatalités quand elles sont plus graves que cela. Donc si je vous comprends bien, finalement, le fait que le député comme Adrien Quatennens, qui a confessé des violences conjugales, qu'il soit maintenu à l'Assemblée nationale, qu'il quitte pas son poste, finalement, pour vous, c'est normal. Moi, j'ai jamais... Alors d'abord, pendant la première semaine, après les révélations, si je puis dire, autour de l'affaire Quatennens, je ne me suis pas exprimée. Parce que j'ai considéré justement que c'était à la justice de s'exprimer. Et qu'il y a une séparation des pouvoirs. Je me suis exprimée à partir du moment où monsieur le député Bompard a dit que c'était juste une gifle et qu'une gifle, c'était pas grave. Et là, pour moi, c'en était trop parce qu'on entendait quand même dire et répéter que finalement, frapper sa femme, ce n'était pas grave. Frapper sa femme, c'est grave. Et mettre une gifle, harceler téléphoniquement, casser le cou, je ne sais quoi, je ne connais pas le dossier, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est grave, les violences conjugales. Ceci étant, ce n'est pas à moi. Moi, je suis membre du gouvernement, je suis membre du pouvoir exécutif. Je n'ai jamais demandé la démission d'un député, qu'il fût de la majorité ou de l'opposition. C'est une décision que chacun prend en conscience et je n'appelle pas à la démission d'Adrien Quatennens, non pas parce que je trouve que ce qu'il aurait fait serait excusable, mais parce que je trouve que ce n'est pas au gouvernement dans une démocratie d'appeler à la démission de tel ou tel. Alors, vous êtes féministe? Non. Non. J'aime les femmes, je suis pour l'égalité, mais le mot pour l'égalité féministe salariale est devenu et pour moi le quota rébarbatif. aussi dans les conseils d'administration, il me semblait. Oui. Et pourquoi Ça s'arrête rébarbatif? là, le féminisme. Je ne peux plus supporter d'abord l'attaque permanente des hommes, mais permanente. J'ai écrit d'ailleurs un article. Des hommes ou des femmes? Des hommes. L'attaque des femmes contre les hommes, c'est ça que Je ne peux Vous plus voyez où on supporter veut l'attaque vous entraîner. systématique des hommes. Vous allez me dire, c'est très bien qu'on croit la parole des femmes. Oui, mais je ne crois pas que les femmes soient
absolument exempte de mensonges ou d'exagérations. Et donc, non, je n'aime pas la tournure que prennent les événements. J'ai écrit un article qui s'appelait « J'aime les hommes », qui a fait un scandale, parce qu'on ne peut même plus dire qu'on aime la masculinité, la façon dont ils se comportent, leurs défauts. Vous avez dit que vous avez dit que c'est agréable d'être sifflé dans la rue. J'ai dit ça. C'est courant. Oui. Oh, vous semblez le regretter. Oui, parce que ça a fait un drame. Un drame effroyable. J'étais en train de penser à toutes les comédies américaines. Oui, ça m'est arrivé hier avec un éboueur, pas sifflé, mais j'étais très contente. Peut-être que nous avons un problème dans nos démocraties pour générer des personnalités en temps de paix qui émergent, qui entraînent, qui soient charismatiques, qui soient des personnalités d'unité, de réconciliation. En tout cas, moi j'ai été fabriqué à l'aune de cette unité, c'est l'armée qui m'a fabriqué, le football qui m'a fabriqué, ma famille qui m'a donné ces valeurs d'unité, j'y tiens beaucoup et j'ai du mal à comprendre toutes ces polémiques auxquelles on assiste qui finalement dénaturent le fonctionnement démocratique et creusent le fossé entre les citoyens et ceux qui dirigent. La sonnerie n'a pas retenti, mais Pauline quitte momentanément la classe et après avoir traversé un couloir, descendu un escalier, traversé la cour, bref, 1 minute après, la voilà chez l'orthoptiste. C'est la géométrie, je voyais pas bien les exercices sur la règle et tout. Mais depuis un mois, sa rééducation est facilitée. Je loupe pas de cours, il n'y a pas besoin de faire de route. Avant la création du pôle, les élèves quittaient l'école 1 heure ou 45 minutes pour pouvoir se rendre à leur rendez-vous, parfois à l'extérieur de la ville. Les parents, effectivement, n'ont plus besoin de prendre une demi-journée. Ça facilite les apprentissages puisqu'il n'y a plus besoin de revenir sur ce qu'ils ont loupé au cours de la journée. Je trouve que c'est une réponse qui est en effet très équilibrée entre la lutte contre les déserts médicaux, que l'on peut retrouver en ville aussi, puisque moi, en l'espèce, dans le quartier dans lequel je vais intervenir, dans le quartier de la gare, on aurait besoin d'une maison médicale qui pourrait être adossée à l'école, qui permet d'intervenir auprès des élèves de manière rapide et donc de limiter l'impact sur le temps scolaire, et qui travaille aussi à un projet d'ouverture de l'école sur la vie du quartier. Je trouve ça extrêmement intéressant. Il faut détarifer notre hôpital. Et je vous le dis en étant de droite, parce que je considère que l'hôpital, la sécurité, la justice, ce sont des sujets sur lesquels il y a des investissements fondamentaux à avoir. Nous devons tout reprendre à la base. Comment on répond à la situation extrêmement difficile dans laquelle se retrouve notre système de santé? Pour le reste, nous avons publié il y a une dizaine de jours un document qui est le résultat d'une commission d'enquête citoyenne qu'on a menée, les députés de la France Insoumise, partout en France. On est allé à la rencontre des soignants dans les hôpitaux et qui compile un certain nombre d'éléments de diagnostic, de constats et de propositions. Les propositions, c'est bien évidemment des propositions pour renforcer le financement de l'hôpital public et sortir d'un système qui a été mis en place progressivement, qui est le système de la tarification à l'acte. Alors on a commencé à tourner un petit peu dans une autre direction ces dernières années, mais il faut en sortir définitivement, premièrement. Deuxièmement, d'aller vers le fait de répondre aux revendications des soignants depuis maintenant des années et des années, avant même la crise du Covid, mais personne ne les écoutait à l'époque pour avoir davantage de lits, avoir davantage de personnel et des meilleures conditions de travail. Donc c'est du financement, excusez-moi, vous me dites. C'est pas que le financement, mais le financement, ça compte quand même. Il y a quand même eu un Ségur entre les deux, quand même. Oui, il y a eu un Ségur, c'est vrai. Une augmentation de 100 à 400 euros par mois, des investissements sur les... Que personnellement, je juge insuffisante. Oui, et que je ne suis pas le seul, il me semble, à juger insuffisante pour avoir rencontré un certain nombre de personnels soignants, qui par ailleurs a exclu un certain nombre de personnes qu'on appelle les oubliés ou les exclus du Ségur, qui ont des professions, qui sont des professions en particulier du médico-social, qui souvent ont été laissées de côté. Nous avons proposé de nombreux amendements à l'Assemblée nationale pour dire qu'il faut inclure ces oubliés du Ségur dans le Ségur. Le gouvernement l'a refusé. Ensuite, il y a une autre question dans ce que vous posez, j'essaye d'être le plus complet possible, qui est la question des déserts médicaux. Bon, nous, notre proposition, c'est de travailler à des médecins fonctionnaires qui, en échange de la prise en charge par l'État de leurs études, puissent aller s'installer dans des zones de tension d'un point de vue médical, comme ça existe dans d'autres corps de la fonction publique où les études, en échange de ces études, on doit donner un certain nombre d'années à l'État. Ça témoigne d'une désertification dont je parlais au tout début de l'émission quand je parlais de notre système de protection sociale. De soignantes et de soignants qui ont été usés jusqu'à la moelle, si vous me permettez cette expression, qui sont sous-payés, sous-considérés et qui dénotent
pour le coup, je ne rends pas responsable uniquement ce gouvernement, d'un manque d'investissement dans notre système de protection sociale et particulièrement dans nos hôpitaux publics depuis des années, que nous payons alors que nous avons cruellement payé pendant la crise du Covid et que nous payons encore aujourd'hui quand on voit les difficultés qu'on a à recruter, puisque ce sont des métiers qui sont extrêmement difficiles et sous-payés, quand on voit qu'il faut parfois, dans certains hôpitaux, choisir entre l'urgence de certaines opérations. Notre système de protection sociale perdrait beaucoup à se tiers-mondiser et je crois qu'il faut lancer l'alarme pour le sauver et c'était le sens de la mobilisation des soignants cette semaine. Et dans Extra Local, on propose des unes de notre presse quotidienne régionale et l'invité choisi, regardez. Le Télégramme qui titre, lui, sur la Coupe du Monde au Qatar, qui débute, comme tout le monde le sait, ce week-end et qui s'interroge, y aller ou pas. Ce que je souhaite, c'est que l'équipe française revienne avec une 3e étoile. C'est clair. Nous, on a gagné la Coupe de France. Le FC Nantes a gagné la Coupe de France. Et donc, du coup, je me dis, si on gagne la Coupe de France et qu'en plus, on a la 3e étoile, ça sera une réussite. Par contre, ça ne veut pas dire nier le débat autour de la question du Qatar. Bien sûr qu'il ne faut pas le nier. Les questions de droits LGBT, d'égalité entre les femmes et les hommes, de la manière dont les travailleurs sont accompagnés. Tout ça, évidemment, il faut le traiter. On peut politiser le sport, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron. On n'a pas besoin de le rendre partisan. Le sujet, il est là. En fait, le sport, c'est d'abord un vecteur, je crois encore, d'unité dans notre pays. Si demain, on ramène la Coupe du Monde, on sera unis. J'aime Giroud. Vous avez cité effectivement Deschamps tout à l'heure. Giroud, c'est aussi une personnalité pour vous qui j'ai eu l'occasion. Qui a marqué. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. J'ai organisé un match plusieurs années de suite entre une équipe militaire et puis les Variétés Club de France. Et l'entraîneur de l'équipe militaire, c'était Giroud. Qu'est-ce qui vous plaît J'ai eu la chance dans le vestiaire. Qu'est-ce qui vous plaît chez lui? C'est un charisme, Giroud. Il est charismatique et puis il aime les jeunes. C'est lui qui a sorti beaucoup de joueurs parce qu'il les aime. Il allait les récupérer à 2h du matin en boîte de nuit. C'était le père de famille. C'est une grosse personnalité. Un chef. Allez, un chef. Un chef. Je suis très préoccupée par cette question. Pardon de revenir encore à la Corse, et voilà, mais ça va laisser des traces. Mais nous, on a une tradition en Corse de solidarité intergénérationnelle qui est très forte, et je suis extrêmement préoccupée par la situation de nos aînés. Je trouve qu'on regarde un niveau de civilisation, pardon pour les grands mots, d'un pays, à la manière dont on traite les plus fragiles, et notamment les plus âgés d'entre nous. Donc c'est extrêmement préoccupant. Je veux dire qu'il y a 2 sujets pour moi dans la question que vous évoquez. La première, c'est le modèle économique. On a pointé des dysfonctionnements d'EHPAD à but lucratif, d'EHPAD qui étaient des entreprises qui avaient pour but de faire du profit. Je veux dire que dans l'économie sociale et solidaire, et c'est à peu près, je crois, de mémoire, la moitié des EHPAD, en tout cas c'est 50% des crèches, vous avez des crèches ou des EHPAD sur modèle associatif ou sur modèle d'économie sociale et solidaire qui ne visent pas à faire du profit, qui visent à redistribuer les bénéfices quand il y en a, mais avant tout à assurer une qualité d'accueil, et c'est fondamental. Et vous avez le deuxième sujet qui concerne tous les EHPAD, quel que soit leur modèle économique, qui est la question du recrutement. Il y a des métiers aujourd'hui qui sont en tension. Vous avez un début de réponse ? Alors, beaucoup de réponses ont été apportées par les soignants eux-mêmes dans le cadre de cet atelier de manière très construite pour libérer à la fois du temps horaire et puis à la possibilité pour les étudiants en toute dernière année de pouvoir venir, qui ne serait pas une obligation, mais qui est une possibilité, qui est la proposition faite par le ministre de la Santé. Je ne dis pas que ça va régler le problème, parce que je vous dis, moi, ça fait 10 ans qu'on travaille sur ces questions de désertification médicale en Sarthe, en Corse et ailleurs. Donc je ne pense pas qu'il y ait de baguette magique, mais je pense qu'une vraie ligne et des objectifs partagés peuvent permettre d'apporter un début de réponse. Et dans Extra Local, évidemment, on parle du local. Intra-local, on plonge dans les régions, regardez. Ubaka. Vous savez ce que ça veut dire? Là, c'est en anglais en plus. Urban Bulldogs Against Kids Abuse. Voilà, qui lutte. C'est en anglais. Ça vient d'outre-Atlantique. Et ils sont en Bretagne. Ces gens-là, ce sont des motards. Regardez cette interview. L'essentiel de nos interventions, c'est de la prévention, de la sensibilisation, faire prendre conscience aux jeunes de ce que c'est que le harcèlement. L'intervention la plus spectaculaire, sans doute, je crois que ça remonte à 2013. C'est un enfant qui était au bord du suicide et qui a réussi à remonter la pente grâce à l'intervention de l'association et en particulier du président Bernard Mignot. On casse pas la gueule au harceleur, c'est pas notre rôle. On est une force de dissuasion. C'est comme la bombe nucléaire, on l'a sous la main, on fait savoir qu'on l'a sous la main, mais on l'utilise jamais. Il y a une grande part de théâtre dans l'arrivée, en tout cas, parce que quand les élèves voient débarquer une quinzaine de motos avec des gars costauds habillés en cuir, ça impressionne parce que ça fait du bruit. Ils sont curieux de savoir ce qu'on va leur dire. Donc bien entendu, ça crée un a priori favorable pour notre discours après.
Alors, vous les connaissez pas, ceux-là? Ah, c'est génial. Ubaka? Ah non, je les connaissais pas. J'étais dans le Finistère pourtant récemment. Des motards anti-harcèlement scolaire. C'est un rêve de tout enfant qui est dans une situation difficile ou de harcèlement de voir débarquer 15 motards en disant on touche pas, on touche pas aux plus petits. Et bien sûr, c'est formidable. Et je veux dire que dans ces sujets de lutte contre le harcèlement scolaire, les associations, comme dans beaucoup d'autres sujets de protection, ont toujours été en pointe. Vraiment, ce sont les associations qui, bénévolement, se sont mobilisées, des associations de parents, de professionnels, qui ont alerté les pouvoirs publics. Et en fait, l'engagement associatif, il a précédé l'engagement des pouvoirs publics. Alors aujourd'hui, on a Brigitte Macron qui porte très fortement ce sujet, auquel elle est profondément sensible. Vous êtes toujours sa chouchoute? Non, je n'ai pas vocation à être la chouchoute de qui que ce soit. Le fusil de ma femme, c'est moi qui lui ai offert quand on s'est mariés. Et le mien, c'est mon père il y a 60 ans. Le ministère de l'Intérieur organise cette opération d'abandon simplifié d'armes. Objectif, inciter les 2 millions de personnes qui en possèdent une, de manière illégale, à régulariser leur situation. Vous avez offert un fusil aussi à votre épouse? Non, comme on l'entendait dans le reportage. Non, Vous avez rendu les armes. Je pense être plus rusé qu'offrir un fusil. J'imagine. Et que pensez-vous de cette opération? Je trouve que c'est une très bonne opération. Gouvernement, oui. Je pense que ça arrange beaucoup de Français qui ne savent pas comment faire parce que souvent ils ont hérité de leur père d'une arme, d'un truc qui est là. C'est toujours gênant d'avoir une arme avec des enfants, des petits-enfants, etc. Donc c'est une opération gagnant-gagnant. Moi, je trouve ça très bien. Jean-Luc Mélenchon était venu en juin et les fonderies sont malgré tout fermées. J'imagine Jean-Luc Mélenchon n'y pouvait a priori rien et a priori le gouvernement non plus. Concrètement, sur un cas comme ça, 570 salariés sur le carreau, fonderie fonde, fonderie alu, quelles seraient les propositions de LFI? Comment on pourrait faire que 570 salariés ne se retrouvent pas sur le carreau et doivent vendre aux enchères leur matériel? D'abord, je ne sais pas si le gouvernement ne pouvait rien faire pour empêcher cette situation. Ces fonderies-là, elles ont des clients, elles ont des donneurs d'ordre, elles ont des gens qui leur passent les commandes. Et des savoir-faire uniques. Or, les gens qui leur passent les commandes, je ne sais pas si c'est le cas précisément dans le cas de la fonderie du Poitou, mais moi j'ai suivi une autre fonderie qui est la fonderie Sam dans l'Aveyron par exemple, où le principal client c'est Renault. Et Renault, l'État en est l'actionnaire principal. Donc l'État peut taper du poing sur la table et dire à Renault, ces fonderies-là, ce savoir-faire, ces salariés, on a besoin de les garder sur le territoire national. LFI au gouvernement, NUPES au gouvernement, vous tapez du poing sur la table. Clairement. Il nous faut tirer toutes les leçons désormais d'une guerre qui nous attend, qui est la guerre contre les incendies. Et je ne suis pas certain que nous ayons tiré toutes les leçons. D'abord, il faut que nous réarmions notre corps de pompiers. Nous avons perdu de très nombreux sapeurs-pompiers volontaires depuis plusieurs années. On va traiter de la question de la réforme des retraites. Je souhaite que dans la réforme des retraites, nous puissions valoriser l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. J'ai moi-même été sapeur-pompier volontaire dans mon département durant des années et je sais à quel point nous assurons, les sapeurs-pompiers volontaires, un pan entier de la sécurité publique et nous devons demain réarmer le corps des sapeurs-pompiers. Ce qu'a annoncé Emmanuel Macron la semaine dernière, vendredi dernier. Jusqu'à la réforme des retraites, nous n'y sommes pas arrivés. Moi, je souhaite que dans la réforme des retraites, on ait une valorisation de la période d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires. Vous savez, aujourd'hui, autant sur la lutte contre les incendies qu'en matière de secours aux personnes, j'ai vu moi-même comme sapeur-pompier toutes les missions que nous assurons et que d'autres n'ont pas à assurer. Année 2022, l'année la plus chaude jamais enregistrée, avec des glaciers qui ont perdu 3 à 4 mètres pour certains. C'est le cas notamment de celui de Sarenne, qui devrait disparaître purement et simplement dès l'année prochaine. C'est une inquiétude localement, sur le plan économique, vous qui êtes très attaché à l'économie notamment. En milieu rural, c'est une vraie préoccupation. On parle des glaciers, mais soyons très clairs. Quoi qu'on fasse aujourd'hui à l'échelle de la planète, ça va continuer jusqu'en 2050. Quoi. Tous les experts disent, de toute façon, on ne peut pas arrêter le train et de ce mouvement immédiatement. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des anticipations, des conséquences très importantes à prendre en compte pour notre agriculture. Alors, on ne va plus pouvoir avoir les mêmes cultures aux mêmes endroits. Sur l'économie de la montagne, c'est l'économie de l'or blanc, du ski. Enfin, c'est toute l'économie de ces régions de Savoie, de Haute-Savoie, etc., qui est construite là-dessus. Donc c'est des enjeux majeurs. Vous êtes plutôt en difficulté sur cette thématique-là? Non, on peut répéter toute la journée qu'on est en difficulté. Je pense que c'est
c'est vraiment pas le. Moi, je pense que ce dont ce débat a besoin, c'est de sérénité, de sérieux et de hiérarchiser un peu les sujets. Et je pense que le côté anecdotique avec lequel c'est pris par les écologistes, par exemple, n'est pas du tout à la hauteur du sujet. La taxe sur les jets, tout ça est absolument ridicule. On a eu des approches par le petit bout de la lorgnette. Un sujet qui m'exaspère au plus haut point, par exemple, c'est les ZFE. Les zones à faible émission. Ouais. Le fait qu'on n'ait plus le droit de rentrer, quand on est comme moi, un bougeux de Réloir, de rentrer avec une voiture au gasoil dans Paris, est-ce que ça va empêcher le réchauffement de la planète ? Non, ça ne sert à rien. Non, mais le geste répété, peut-être que ce geste répété, Olivier Marie, c'est un égoïsme de bobo parisien. Sur la carte de la Dordogne, il y a 2 grandes vallées qui n'ont pas été en crise cet été, c'est la vallée de la Dordogne et la vallée de la Dronne. Et pourquoi ? Parce que sur la vallée de la Dordogne, on a dans le Cantal, en Haute-Corrèze, dans le Puy-de-Dôme, des grands barrages avec 1 milliard de mètres cubes d'eau en réserve, qui est utilisé par EDF. Et donc on a là une réserve formidable. Et dans la vallée de la Dronne, il y a un de mes prédécesseurs qui, à 35 ans, a créé une réserve, c'est un lac de 70 hectares, une réserve de 5 millions de mètres cubes, qui a permis pendant tout l'été d'alimenter la rivière avec un petit débit, c'était moins d'un demi-mètre cube seconde, mais ça a permis de maintenir la biodiversité, ça a permis de maintenir l'arrosage agricole et ça a permis le tourisme fluvial, à savoir la navigation en canoë. Donc je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions. L'avenir passe par des réserves que nous ferons l'hiver pour réutiliser l'eau pendant l'été. Toutes les collectivités locales sont confrontées, dans l'ensemble des bâtiments qui participent du patrimoine public, à une difficulté qui est intenable, qui est celle de l'explosion du prix de l'énergie. Donc, et il y a pour l'instant des dispositifs d'accompagnement par l'État des collectivités territoriales qui sont très largement insuffisants. Et c'est pas seulement moi qui vous le dis. Interrogez les associations d'élus de tous les courants politiques, pas seulement les insoumis. J'ai entendu des maires, les républicains, dire on n'y arrive pas. J'ai même des maires qui ont dit qu'ils ne paieraient pas les factures d'énergie parce qu'ils sont en capacité de les payer. Mais derrière, ça pose quand même une question, si on essaye juste de lever un peu le regard. Il y a quand même une situation qui est extraordinaire. Est-ce que ça coûte plus cher aujourd'hui d'extraire 1 litre de pétrole que ce que ça coûtait il y a 1 an ? Non. Est-ce que ça coûte plus cher de fabriquer 1 kWh d'électricité aujourd'hui qu'il y a 1 an ? Non. Donc c'est seulement une logique de marché qui produit une explosion des prix avec des acteurs privés qui en profitent et tout le monde est mis au pied du mur. Les citoyens, parce qu'ils se retrouvent avec des factures d'énergie qui explosent. Les collectivités locales, les entreprises. Mais ça, c'est le constat, Manuel Bompard, et c'est le système. Non, c'est pas seulement le constat. Ça n'empêche pas de vouloir le réformer, mais qu'est-ce qu'on met à la place, en fait, comme mesure aussi, il y a quelques Ça n'empêche pas de travailler sur les deux. En l'occurrence, qu'est-ce que vous iriez plus loin que les annonces gouvernementales ? C'est quoi ? Blocage des prix ? Bah clairement. Enfin, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Et la question c'est, ok, vous me dites c'est le constat. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous d'ailleurs. La guerre en Ukraine a changé la donne. Elle y a contribué, mais excusez-moi, l'explosion des prix de l'énergie, ça n'a pas commencé avec la guerre en Ukraine. Oui, mais là il y a un vrai sujet. Ça a commencé bien avant. Il n'y a plus de gaz russe. Enfin, il y a quand même. Ça a commencé avant. Après, vous avez raison, c'est venu renforcer encore la difficulté. Et la transformation. Mais c'est pas vrai qu'on peut rien faire. Enfin, je veux dire, il y a un marché européen de l'énergie qui fonctionne n'importe comment. Ça fait des années et des années qu'on alerte sur le sujet. Le gouvernement n'a rien fait sur le sujet. Ils sont encore maintenant en train de se poser la question. Ils se heurtent à des difficultés avec les Allemands qui, manifestement, veulent rien changer sur le sujet. Bon, bref, on peut faire des choses au niveau, je veux dire, où est le sujet. C'est la question du marché. Maintenant, la question qui vous est posée, qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant ? Qu'est-ce qu'on fait tout de suite maintenant ? On donne davantage d'argent et on fait payer celles et ceux qui en profitent. Il faut une réforme en profondeur de la taxe foncière. La taxe foncière, c'est une taxe qui est profondément inégale. Elle est basée sur les valeurs locatives qui datent des années 70. Elle ne tient pas compte, le cadastre de l'époque, elle ne tient pas du tout compte du fait de, si vous, alors pardon, c'est sûrement pas votre cas, mais vous avez 2 propriétés, que vous en avez 4, que vous en avez 10 et que vous en avez une seule. Il faut une réforme profonde du système. Ça ne tient absolument pas compte de cela et pourtant vous n'aurez pas les mêmes moyens financiers. Si vous avez emprunté pour acheter votre logement et si vous l'avez acheté cash, ça ne tient pas compte non plus des dettes que vous avez et ce alors même que quand vous avez des dettes, eh bien, c'est la banque qui est en partie propriétaire de votre bien plutôt que vous-même. Tout ça pour vous dire qu'il faut profondément réformer les taxes foncières. La taxe foncière, il faut la rendre, 1, progressive, 2, tenir en compte les dettes, 3, tenir compte de l'ensemble du patrimoine que vous détenez. Et je termine juste sur une chose, c'est que la taxe foncière est l'illustration de la manière dont on a abandonné
nos collectivités locales en leur laissant plus aucune ressource. Pourquoi ces taxes foncières ont augmenté? Parce que c'est la seule recette qui leur est liée et que l'État les a dépouillées. Eh bien, nous disons c'est à l'État non seulement de compenser, et de faire en sorte que ces taxes soient justes et ensuite que les communes puissent en fixer le taux de manière progressive. C'est à l'État de s'en occuper. On restera là-dessus. Quand Catherine II visitait les villages de Russie et qu'on organisait, on appelait ça les villages Potemkin, donc tout va bien, tout est parfait. Ben, ça y ressemble un petit peu, c'est ce que les maires attendent, c'était un discours du président de la République, c'est-à-dire des idées structurées, un cap et une direction, et pas une visite avec les exposants du salon des maires, parce que c'est ce dont il s'agit. En Mayenne, le 10 octobre, Emmanuel Macron a eu ces mots. Il promet aux collectivités une vraie décentralisation, c'est-à-dire des compétences et des moyens. Germinal Perrault, la question est très simple. Est-ce que vous y croyez? Alors, je l'espère. Je l'espère et je ne peux que me réjouir de cette annonce. J'espère qu'elle sera suivie d'effets. Pour l'instant, c'est plutôt une reprise en main de l'État que l'on a vécue au cours des dernières années, et en particulier sur le plan de la fiscalité, puisqu'on avait un seul impôt pour les départements, c'était celui de la taxe foncière, et on nous l'a repris puisqu'il a été transféré aux communes. Aujourd'hui, on n'a aucun moyen fiscal. Autrement dit, le pouvoir de lever l'impôt, on nous l'a enlevé. C'est le moins qu'on puisse dire. Pierre Coudurier. Pardon ? C'est le moins qu'on puisse dire, ce que vous dites. Est-ce que vous n'êtes pas un peu les idiots utiles de la décentralisation? Dès qu'il y a un problème, les gilets jaunes, on vous sonne, etc. Alors, je veux bien être utile. Nous étions récemment au Congrès des régions, l'ambiance était mauvaise. Alors, est-ce que c'est aussi... Moi, je veux bien vous avez autant d'agressivité aujourd'hui? Moi, je veux bien être utile, mais pas idiot. La politique locale, elle passe par les réalisations qu'on fait, le soutien qu'on apporte aux différentes catégories, mais elle passe aussi par la faculté de lever l'impôt. Aujourd'hui, cette faculté, on ne l'a pas et on est totalement dépendant de l'État. On nous dit qu'il y aura une fraction de la TVA. Jusqu'à présent, pour les régions, elles n'ont pas à s'en plaindre parce que c'est vrai que la TVA a été dynamique, mais il n'empêche qu'en termes de moyens et en termes de moyens politiques, on nous a enlevé quelque chose. Moi, j'espère que s'il y a une vraie réflexion sur la décentralisation, on retrouvera les moyens directement d'exercer nos politiques. L'élu local, c'est celui qui est à portée d'engueulade. C'est celui qui croise ses habitants et il doit pouvoir répondre à ses habitants et pas dire c'est pas moi c'est l'autre ou alors j'ai pas assez d'argent pour pouvoir faire les choses. Donc je pense qu'il faut faire une remise à plat complète. Aujourd'hui, les différents gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, pensent que les collectivités locales ont des cachettes secrètes, des coffres secrets avec plein d'argent. De la trésorerie. De la trésorerie, oui. Beaucoup de louis d'or qui sont cachés derrière nos fagots. Mais aujourd'hui, on en a de moins en moins et je crois que c'est un état de fait. Et on se retrouve avec des obligations de faire pour compte de l'État sans avoir les recettes qui vont avec. Donc à un moment, ça coince. Et puis là, maintenant, on nous dit on va venir taper sur la totalité de votre fiscalité. Vous n'aurez plus aucune marge de manœuvre. Je pense que il faut recrédibiliser les choses au niveau de l'élu local et surtout que le gouvernement nous fasse confiance et qu'on fasse des pactes de confiance et pas des pactes de défiance. Lorsque je dénonce l'hypercentralisation, c'est qu'on s'aperçoit qu'on nous fait pas confiance. On est dans une société où on est contrôlé. Même les préfets sont hyper contrôlés. On a multiplié... Plus de pouvoir à votre niveau et plus de capacité de... Qu'on prenne en compte la différence également des territoires. On n'a pas besoin, par exemple, d'une loi uniforme pour protéger le littoral, qui soit les mêmes pour les plages de l'Atlantique et puis pour les plages méditerranéennes. Et ce type d'absurdité vous fait perdre une énergie considérable. Un président de région, il travaille sur quoi? Il travaille en Bretagne sur les prairies. On doit garder nos prairies. Les prairies sont des zones de biodiversité, de stockage d'humidité. On doit travailler sur les haies qui, au passage, vont fournir de l'énergie pour nos chaudières à bois. On travaille sur la capacité à revégétaliser nos villes. Nous travaillons à des actions visant à arrêter l'énergie fossile dans tous nos systèmes en développant des énergies éoliennes en mer. Toutes ces actions-là sont des actions qui consistent à préparer le monde de demain et à faire en sorte de développer des nouvelles économies au passage et des nouveaux emplois qui soient résilients par rapport à ce changement climatique et qui soient au service du nouveau modèle décarboné que j'aspire de mes voeux. Le gouvernement doit définir un cap, une vision claire de ce qu'il veut dans les énergies renouvelables et nous on est là pour mettre en œuvre au quotidien. Si on en a les moyens, si on en a encore une fois le droit en termes non pas de droit de nous intéresser au sujet mais de droit dans la loi à agir,
on est puissant, nous sommes puissants pour accompagner l'ambition, encore une fois, de l'État et de l'Union européenne dans le domaine. Voilà, ce best-of extra-local est terminé. On se retrouve à la rentrée. D'ici là, passez d'excellentes fêtes à 2023. Au revoir. Extra-local, avec la Banque des Territoires, la banque au service du développement de tous les territoires.